Pour la plupart, l'inceste est considéré comme une intimité sexuelle entre toute personne qui est liée par le sang comme un parent et un enfant, des frères et sœurs ou des cousins. Cela pourrait s'étendre à toute personne ayant une position de responsabilité familiale comme les beaux-parents, demi-frères et sœurs ou tantes et oncles par alliance. Cependant, c'est au Moyen Âge que l'Église catholique romaine est devenue obsédée par le sujet au point qu'elle a même provoqué des disputes entre rois et papes. Bienvenue à la folie médiévale. Inceste. De nombreuses formes de contact sexuel que nous considérons comme normales aujourd'hui étaient considérées par les médiévaux comme déviantes. Le contact sexuel avait pour but la procréation, devait être entre un mari et une femme et impliquait généralement juste la position du missionnaire. Tout le reste n'était que sodomie, et l'Église est devenue aussi obsédée par l'inceste qu'elle l'était par la sodomie. L'inceste a été mentionné pour la première fois dans les canons du Conseil d'Orléans en 511 et seulement 6 ans plus tard, le Conseil de Bourgogne a interdit le mariage avec la veuve d'un frère, la sœur d'une femme décédée, une belle-mère, une cousine, l'enfant d'un cousin, la veuve d'un oncle ou une belle-fille. En 516, Vincomillus, l'évêque de Grenoble, a été signalé à son supérieur pour avoir épousé la sœur de sa femme décédée de nombreuses années auparavant. Sans surprise, après 30 ans de mariage, Vincomillus a refusé de divorcer de sa femme. Cependant, le mariage était jugé incestueux et devait cesser. Le cas a été un déclencheur possible pour l'intérêt de l'Église pour l'inceste qui a suivi. C'est Augustin qui est arrivé de Rome en 597 qui a reçu la tâche de christianiser les païens anglo-saxons. La coutume des anglo-saxons de se marier avec leurs proches parents dérangeait Augustin et il a écrit au pape Grégoire, le Grand, pour demander de l'aide avec le problème. Augustin, devenu plus tard le premier archevêque de Canterbury, voulait savoir à quel degré un chrétien pouvait se marier avec ses proches. Grégoire a décidé qu'il n'était pas acceptable que des personnes se marient si elles étaient apparentées dans les 3e ou 4e générations, une décision qu'il a prise sur la base, je cite, de l'expérience et de l'écriture. Bien qu'il ait dit que les Anglais avaient tant de ces unions croisées familiales, il était probablement préférable de simplement les avertir de ne pas le faire à l'avenir parce que c'était mal, mais de ne pas les punir pour, je cite, les péchés qu'ils ont commis par ignorance avant d'avoir été convertis au christianisme. L'Église catholique au Moyen Âge était très puissante et dominante. L'ensemble de la société européenne au Moyen Âge. Selon saint Augustin, le mariage, concept spirituel modifiant une personne et unissant 2 âmes en une seule chair, a probablement contribué à l'obsession pour l'inceste, la religion jouant un rôle. Bien que ce soit un moyen pour l'Église d'affirmer son autorité sur le peuple, cela pouvait aussi être une façon d'acquérir plus de richesses. Après tout, les gens étaient plus susceptibles de laisser leur argent et leurs biens à l'Église s'ils n'avaient pas d'héritier qui pourrait hériter. Au IXe siècle, l'Église en Europe avait considérablement grandi et influençait désormais le sujet du mariage. Les premiers évêques des églises franques se sont concentrés sur le sujet de la consanguinité, l'état d'avoir une parenté de sang avec des parents, devenant plus restrictif et intensifiant les choses avec des lois sur l'inceste à travers l'Europe. Cela signifiait que les degrés de séparation interdits dans les relations passaient de 4 à 7. Cela interdisait donc les mariages entre beaux-parents, membres d'une famille recomposée ou cousins germains. En 721, le pape Grégoire II a interdit le mariage entre ceux considérés comme ayant des parentés spirituelles, tels les parrains et marraines. En fait, ce n'est qu'au XIIe siècle que l'Église a finalement établi une vision claire de ce qu'était réellement un mariage, de ce qu'un couple devait dire pour être marié et si le mariage devait être consommé pour être légal. Peut-être que cela rendrait les choses un peu plus faciles à comprendre si nous donnions un bref aperçu des degrés de consanguinité et de ce qu'ils signifiaient pour les médiévaux. Il s'agit bien sûr du premier degré de consanguinité qui est le plus proche, c'est-à-dire entre un parent et un enfant. Les parentés de 2e degré sont entre frères et sœurs, et les 3e sont entre oncles et nièces, tantes et neveux, le 4e degré étant les cousins germains, le 5e comprend les arrière-petits-neveux et nièces, tantes et oncles, le 6e les cousins de 2e degré et le 7e les cousins de 2e degré une fois éloignés. Maintenant que c'est clair, vous n'avez aucune excuse. Les degrés de séparation ont été calculés en remontant à travers les générations jusqu'à un ancêtre commun.
Avec un mariage entre personnes plus proches qu'un septième cousin désormais interdit, c'était une lutte pour la noblesse de trouver quelqu'un de leur statut à épouser. Participer à un mariage sournois derrière le dos de l'Église entraînerait son annulation. Essayer de trouver un conjoint potentiellement approprié en dehors des milliers avec lesquels vous partagiez au moins quelques gènes devenait de plus en plus difficile, et au fil des années, de nombreux couples ont reçu une dispense pratique de l'Église tant que le prix était correct. Ces exemptions devenant de plus en plus courantes, le pape Innocent III a ramené les degrés de séparation de 7 à 4 en 1215, car il était souvent difficile et parfois impossible de trouver des parents plus éloignés à épouser. Mais cela signifiait toujours être interdit d'épouser quelqu'un qui avait le même arrière-arrière-grand-parent, ce qui couvrait plus que simplement les cousins germains. Une déclaration d'amour. Au XIe siècle, l'Église s'est considérablement impliquée dans les pratiques matrimoniales à travers toute la chrétienté. On encourageait les gens à construire des arbres généalogiques qui empêcheraient les unions incestueuses dès 948. Mais à l'exception des familles aristocratiques, la plupart des médiévaux n'avaient aucune idée de qui étaient leurs lointains parents de sang, et beaucoup de ceux qui se mariaient ignoraient le fait qu'ils étaient apparentés à un moment donné de l'histoire de leur famille. Au XIIIe siècle, les alliances de mariage ont commencé à être annoncées publiquement, exprimant l'intention de deux personnes de s'unir. Cela signifiait que d'autres auraient la possibilité de s'opposer à l'union s'ils croyaient qu'il y avait un quelconque obstacle qui devrait empêcher un mariage d'avoir lieu. On encourageait également les prêtres à mener leurs propres enquêtes sur c'est la parenté de tout couple fiancé. Papauté versus monarchie. En 990, Hugues Capet, souverain du trône franc, a marié son fils Robert II de France, 15 ans à Rosala Susanna, fille du roi Berenga d'Italie. Mais l'union n'a pas été un succès, probablement parce que Rosala était beaucoup plus âgée, ayant 38 ans à l'époque. Un LS se sont séparés après seulement un an, puis en 996, Robert a épousé sa cousine Germaine Bertha, qui était la veuve d'Odo I de Blois et la fille du roi de Bourgogne. Mais le pape Grégoire V a déclaré le mariage invalide et l'a condamnée parce qu'elle était la cousine germaine de Robert. Robert, un homme craignant Dieu, a été profondément troublé par cela et s'est séparé de Bertha. Le pape lui a donné une pénitence de 7 ans pour son péché. En 1004, Robert s'est marié pour la 3e fois avec Constance d'Arles, mais il aspirait toujours à Bertha car il a essayé d'annuler ce 3e mariage et de se remarier avec Bertha. À cette époque, le pape était Sergius IV, et comme Grégoire, il a également refusé la validité des noces. Une affaire de famille. Éléonore d'Aquitaine a été mariée à Louis VII de France en 1137 à l'âge de 15 ans. Elle était l'une des femmes les plus puissantes et riches d'Europe occidentale. Vers 1150, le couple s'était éloigné. Par coïncidence, la relation d'Éléonore avec son oncle Raymond, le dirigeant d'Antioche, qui était dit être d'une affection excessive, n'aidait pas la situation. L'annulation du mariage de Louis et Éléonore par le pape Eugène III a été accordée pour cause de consanguinité, car ils descendaient tous deux de Richard II de Bourgogne et de sa femme, Constance d'Arles, ce qui en faisait des cousins au 4e degré. Mais seulement 8 semaines plus tard, Éléonore a épousé son cousin au 4e degré Henri Plantagenet, le futur roi d'Angleterre. Henri descendait également de Richard II et Constance. De plus, Éléonore et Henri étaient aussi des demi-cousins au 3e degré à cause d'Ermengarde d'Anjou, qui était un autre ancêtre commun. Ainsi, Éléonore était encore plus étroitement liée à son 2e mari qu'à son premier. Pour ne pas être en reste, le premier mari d'Éléonore, le roi Louis VII, a également épousé quelqu'un à qui il était encore plus étroitement lié après leur divorce. Constance de Castille était sa 2e cousine et ils ont célébré leur mariage en 1154. Ce n'est pas ce que vous savez, c'est qui vous connaissez. Même le mariage de Guillaume le Conquérant avec Mathilde de Flandre était entaché d'inceste. On disait qu'ils étaient apparentés à 3 degrés en 1051 lors de leur mariage, lorsque Guillaume n'était encore que le duc de Normandie. Le pape Léon IX, qui voulait faire valoir son autorité papale, a interdit l'union, mais ils l'ont fait quand même et ont été mis sous interdit ecclésiastique. Cependant, plus tard, le pape Nicolas II a accordé une dispense au couple et a légitimé le mariage en 1059 s'il promettait de construire et de financer entièrement un nouveau monastère. Une abbaye et un couvent ont été construits respectivement à Saint-Étienne et Sainte-Trinette et ont été consacrés en 1066
juste avant que Guillaume ne traverse la Manche pour sa conquête réussie du trône anglais. Certains dirigeants ont mentionné l'interdiction de l'inceste pour éliminer un conjoint non désiré. Le plus célèbre, le roi Henri VIII d'Angleterre a tenté d'utiliser le fait qu'il avait épousé la veuve de son frère comme motif de divorce avec Catherine d'Aragon. Par ailleurs, Henri était apparenté à chacune de ses 6 épouses à un certain degré, mais les Tudors sont un peu en dehors de notre chronologie. Déjà à la fin du XIe siècle, après 20 ans de mariage, le roi Philippe Ier de France avait tenté la même tactique en prétendant un degré d'inceste entre lui et sa femme Berthe de Hollande. Philippe voulait épouser la comtesse Bertrade d'Anjou à la place. Mais la papauté et le haut clergé français ont accusé Philippe non seulement d'adultère, parce que le mari de Bertrade, le comte Falck, était toujours en vie, mais aussi d'inceste. Après tout, il était apparenté au comte. Le roi a menacé d'emprisonner les clercs français. Philippe et Bertrade se sont mariés quand même, et le pape Urbain a excommunié le roi. Après une lutte de 12 ans, où le couple s'est séparé et réconcilié à plusieurs reprises, le roi français a finalement cédé à l'Église et a accepté de mettre fin à toute relation entre eux. D'autres cas de consanguinité qui se sont produits au Moyen-Âge incluent Alfonso IX de Lyon, qui a épousé Berenguela de Castille en 1197. L'année suivante, ils ont été excommuniés par le pape Innocent III, bien que leur mariage ait été arrangé comme un moyen d'assurer la paix entre Alfonso et le père de Berenguela. Le couple a tenté en vain d'obtenir une dispense du pape, qui a refusé en menaçant d'excommunication. Malgré avoir eu 5 enfants ensemble, l'union a été annulée et s'est terminée en 1204, bien qu'ils aient pu établir la légitimité de leurs enfants. Richard III d'Angleterre a épousé sa cousine germaine Anne Neville, car son arrière-tante était la mère de Richard. La célèbre Isabelle I de Castille et Ferdinand I d'Aragon étaient cousins germains car ils descendaient tous deux de Jean I de Castille. Et enfin, l'un des nombreux mariages interfamiliaux de la dynastie des Habsbourg implique Philippe II d'Espagne au XVIe siècle. Il avait 4 épouses. Maria Manuela, sa première femme, était sa cousine germaine. Sa deuxième femme, Marie, I d'Angleterre, était sa cousine germaine éloignée. Sa troisième épouse, Élisabeth de Valois, était une parente éloignée, mais sa quatrième, Anna d'Autriche, était à la fois sa cousine germaine et sa nièce. C'étaient les années d'endogamie incestueuse des Habsbourg qui ont causé des malformations chez les membres de la famille et qui sont probablement responsables de leur disparition. Merci d'avoir regardé Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une excellente semaine. Santé!